Donc je vous invite à vous approcher, il y a encore quelques possibilités de s'asseoir derrière. Il y a même une chaise piégée là. Et je ne vais pas vous accabler avec une longue présentation qui serait complètement superflue et inutile. Je vais juste remercier Benoît Hamon d'être venu donc dans des circonstances où certainement, d'ailleurs l'affluence le prouve, sa présence suscite pas mal d'intérêt et de questions. Eh bien, présenter son livre, tourner la page, et donc satisfaire, dans la mesure du possible, votre curiosité. Alors comment ça se passe Eh bien, je ne sais pas, peut-être que vous voulez faire une petite mais brève, si Oui, possible, présentation bien. du livre, et puis après les questions vont venir, je pense, assez naturellement. D'abord, je voudrais m'excuser pour le report, puisque en fait, un heureux événement à ma famille m'a amené à devoir décaler notre rendez-vous. Donc pardonnez-moi pour ça. Le livre, en fait, j'y réfléchis depuis pas mal de temps à ce bouquin. La thèse, elle est assez simple. On va dire qu'il y a deux thèses principales. La première, c'est aujourd'hui le recul de la souveraineté populaire dans l'expression démocratique de la plupart des pays occidentaux, en raison de transfert de souveraineté vers l'Europe, en raison de transfert vers des agences indépendantes, mais en raison aussi d'une forme d'uniformisation du champ politique entre la gauche et la droite, et le fait que des matières entières échappent au clivage droite-gauche, qui explique aujourd'hui qu'on dise qu'il n'y ait qu'une seule politique économique possible. Je lisais un remarquable éditorial, quand je dis remarquable, j'y mets beaucoup de guillemets, de M. Colombani, illustre apôtre justement de l'indifférenciation droite-gauche, qui expliquait pourquoi François Hollande était le meilleur candidat de la gauche. On comprend bien, c'est qu'aux yeux de Colombani, c'est parce qu'il ne changera rien. Alors, et donc... aux yeux d'à peu près tous ceux qui ont le projet de voter pour lui, après. On va débattre de ça, mais c'est une hypothèse sérieuse dont on peut discuter, effectivement. Et en tout cas, donc toutes ces matières qui échappent au clivage droite-gauche et qui échappent au bout du compte à la souveraineté populaire, au sens où désormais on considérerait que le vote des peuples est ou inutile ou risqué, et qu'il est temps que les gens sérieux s'attachent à décider en lieu et place des indigents qui pourraient, en raison de leurs intérêts directs, faire de mauvais choix. C'est la vieille thèse des libéraux, la dictature du faible sur le fort, etc., que l'on connaît, que je reprends et que j'essaye de décortiquer à travers les 30 dernières années de néolibéralisme. Puis la deuxième thèse, c'est sur la responsabilité. Alors là, c'est une vieille conviction. C'est une conviction qui s'est enracinée en moi depuis plusieurs années, mais à partir de travaux qui ne sont pas les miens, évidemment, ce qui sont les travaux d'économistes et de pas mal de responsables politiques ou d'intellectuels, qui est sur la responsabilité du libre-échange dans la crise financière, comme un des moteurs de ce qui est l'appauvrissement des salariés partout en Occident, qui explique le niveau d'endettement des ménages américains, qui explique ensuite aussi la pression à la baisse du coût du travail partout dans le monde occidental. Alors je ne dis pas que le déroulement de la crise est lié au libre-échange, mais je pense que le libre-échange est responsable d'une situation qui explique le niveau d'endettement particulier aujourd'hui des ménages aux États-Unis. Et je reviens sur une thèse, en tout cas une démonstration qui avait été remarquablement faite par Sapir, que j'essaye d'agrémenter de nouveaux arguments à sa thèse, qui est sur le fait qu'aujourd'hui, si on nous explique que le protectionnisme ça ne marche pas, est-ce que le libre-échange cela marche? Et quand on prend toute une série d'indicateurs, qu'il s'agisse d'indicateurs de croissance, d'indicateurs sur les gains en termes de valeur ajoutée liés au libre-échange, quand on regarde aussi l'évolution de la situation sociale dans les pays émergents, dans les pays en voie de développement, dans les pays occidentaux, à partir de tous ces indicateurs, on voit aujourd'hui que les partisans du libre-échange, à part quelques sophismes à part par sophisme, sont bien en peine de démontrer que le libre-échange, ça marche. Je pense que ce débat-là est un débat qui progresse aujourd'hui à gauche, qui progresse pas simplement dans la gauche française, même si elle est en avance, je crois, sur ce sujet par rapport à un certain nombre d'autres pays, mais qu'il faut aller encore plus loin. Et j'essaye d'en tirer un certain nombre de conséquences qui sont là pas très originales en termes de solutions, mais reprennent bon nombre des solutions qui ont été pensées, imaginées en matière de restriction au libre-échange. Voilà les deux principales thèses de ce... Excusez-moi de vous interrompre, mais
Non, mais pardon. là, je vais couper. Si vous voulez entendre mieux, vous approchez. C'est très simple. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez de la place derrière. Je C'est suis à chaque désolé. fois comme ça. Je vais parler un peu plus fort. Voilà, si vous voulez. oui, mais et on n'a pas de micro, on n'a pas de dispositif. C'est suffisamment petit. Vous avez suffisamment de place. Si vous n'entendez pas, vous vous approchez. Je vais parler C'est plus aussi fort, simple je vais que parler ça. plus fort. Voilà. Et la dernière, on va dire, pas thèse, mais le dernier point de diagnostic que je fais, qui alors là est plus contemporain, avec la primaire, avec aujourd'hui l'approche qu'a le Parti Socialiste de la prochaine élection présidentielle, c'est de regretter ou de constater, et de regretter en même temps, le fait qu'aujourd'hui, l'étendard de la social-démocratie est rarement saisi par celles et ceux qui veulent en finir avec un modèle de développement qu'ils considèrent à la fois prédateur pour l'environnement et prédateur pour les droits sociaux. Et que je le constate en Amérique du Sud, ce qui n'est pas très original, je le constate dans le monde arabe, ce qui n'est pas très original, je le constate en Europe, ce qui n'est pas là non plus très original, mais ce qui montre que, et c'est ce que j'essaye de faire de manière assez partielle, hein, parce que ça n'aborde pas tous les sujets, qui justifie qu'à mes yeux, si on veut tourner la page de ce modèle de développement, qui est un modèle essentiellement libéral, il faut reconnaître que nous sommes, nous sociodémocrates, sur la page. Et donc que si on tourne la page, on tourne aussi une page de notre histoire récente, au cours de laquelle nous avons été coproducteurs et co-architectes d'un certain nombre de conquêtes de ces 30 dernières années, mais aussi de vraies régressions, notamment sur le plan démocratique et sur le plan social. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais c'est ma faute. L'étendard de la social-démocratie. Ouais. Alors, donc, je disais que je suis pas que je suis pas sûr d'avoir complètement bien compris. La dernière proposition, l'étendard de la social-démocratie n'est pas tellement repris. C'est ça que vous avez dit en Amérique latine et ou dans les révolutions arabes. C'est ça. Et en fait, alors c'est quel étendard qui est repris? C'est un étendard plus flou et plus quoi? Bah, c'est un étendard de gauche, mais l'étendard de gauche qui a amené Lula au pouvoir, qui a amené les victoires de la gauche en Amérique latine, cet étendard-là, alors même si on voit un parti comme le Parti des travailleurs au Brésil est assez proche sur le plan maintenant économique et sur le plan social de ce que peuvent dire des partis sociodémocrates, mais Lula s'est toujours bien gardé de faire adhérer le Parti des travailleurs à l'international socialiste. Pourquoi? Parce que ses opposants historiques, parmi ses opposants historiques au Brésil, comme parmi les opposants historiques aux conquêtes du pouvoir par la gauche en Amérique latine, il y avait des partis issus de l'international socialiste, comme ça a été le cas, hélas, dans un certain nombre de révolutions arabes ou de pays arabes, et comme c'est parfois le cas dans les résistances qui peuvent apparaître, être celles d'un certain nombre de partis sociodémocrates au changement en Europe. C'est pas pour moi, ça ne vaut pas condamnation du socialisme, de la social-démocratie, je dis juste qu'il y a un vrai glissement d'un certain nombre de partis socialistes et sociodémocrates vers ou une logique d'accompagnement du système, ou une logique même d'alimentation du système, et qui n'ont pas su anticiper ce qu'étaient les fractures ou les régressions, les reculs qui étaient créés par un modèle de développement, alors là, économique, qui était de plus en plus prédateur à l'égard de l'économie réelle, donc plus en plus prédateur à l'égard des droits sociaux, plus en plus prédateur à l'égard des conquêtes sociales issues pour nous du Conseil national de la résistance et des décennies qui ont suivi. Bref, qu'on n'a pas su, nous, adopter le tournant qu'il aurait fallu opérer plus tôt. Je pense que le rendez-vous manqué par le Parti socialiste français sur ce tournant-là, en tout cas le plus récent, c'est le rendez-vous de 2005 et du traité constitutionnel européen, qui aurait pu marquer un tournant pour le Parti socialiste français, tournant qu'il prend d'ailleurs tardivement, puisqu'il reconnaît aujourd'hui que les arguments, ceux qui étaient opposés au traité constitutionnel européen, étaient justes, puisqu'aujourd'hui on remet en cause et le fait que la Banque Centrale Européenne ne rachète pas directement de la dette des pays endettés, et le fait que l'Europe ne puisse pas emprunter, puisque maintenant on peut faire des eurobonds et que tout le monde emprunte aux mêmes conditions sur les marchés financiers. Donc tant de dispositions qu'on a aujourd'hui, qu'on juge nécessaires, qui étaient développées comme argument par les partisans du non au TCE. Et je crois que c'est ce tournant qui a été raté par le Parti socialiste français. Alors, ce qui ne le disqualifie pas pour l'avenir, hein, sinon je n'en resterai pas le porte-parole, mais je pense que
dans un moment comme celui-là, il faut poser un certain nombre de diagnostics et que, à ma place, comme représentant aussi d'une génération de dirigeants socialistes plus récente, je pense qu'il faut dire ces choses-là maintenant si on veut pouvoir emprunter les chemins des années qui viennent plus sereinement et dans une capacité de dialoguer et de rassembler avec les écolos, avec le Front de gauche, avec d'autres partenaires à gauche, avec des partenaires du mouvement social, sur des conditions très différentes, ou dans des conditions très différentes que nos prédécesseurs. Voilà. La demoiselle d'abord. Justement, moi je voulais vous demander, parce que vous êtes, à mes yeux, moi je suis pas du tout du Parti Socialiste, et c'est vrai que comme vous le disiez à l'instant, je pense que c'est un parti qui était peut-être de gauche, mais qui a mené une politique, que ce soit avec Mitterrand, ou qui nous a beaucoup déçus, le peuple de gauche en général. Mais là, moi j'ai suivi les dernières primaires, et je vous suis vous en particulier, parce que je trouve que dans le Parti Socialiste, c'est vrai que c'est étonnant que vous soyez porte-parole, parce que je trouve non, mais très différent. Pour moi, vous n'êtes pas François Hollande, justement, vous parliez de jeunesse, est-ce que c'est peut-être ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui s'accrochent et qui ont du mal un petit peu à passer la main? Est-ce que les nouvelles idées du socialisme, du Parti Socialiste, c'est vous? Moi je suis. Mais là, j'ai suivi les primaires, les 2 débats, et j'ai trouvé ça vraiment bluffant, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression que c'était des gens qui réfléchissaient, qui travaillaient sur des dossiers, qui n'étaient pas que dans... Voilà, qui étaient avec nous aussi sur les problèmes qu'on rencontre tous les jours, que ce soit au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'immigration, du racisme, qu'a mené la politique de Sarkozy, vraiment. J'ai trouvé des gens qui, voilà, après chacun a sa manière de... Mais aussi bien on est des amis, on est autour d'une table, on peut avoir justement ce genre de débat. Et c'est vrai que ce que j'ai du mal à comprendre dans votre position en tant qu'électeur, c'est comment... C'est quoi le Parti Socialiste vraiment? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt vous? Est-ce que c'est plutôt Strauss-Kahn? Je ne veux pas reparler du tout de cette affaire, mais vraiment pour moi, Strauss-Kahn, j'ai envie de dire, il est de droite, quoi, fondamentalement. Il a beau dire qu'il est de gauche, pour moi, il manque tellement de choses dans son analyse économique, même d'être au FMI, c'est pour moi un organisme qu'il faudrait revoir complètement. Et c'est ça que je ne comprends pas avec vous, parce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes, entre guillemets, proche de nous, qu'il y a une vraie... analyse sur notre quotidien, la manière dont on vit le sarkozysme depuis 5 ans. Et je ne comprends pas très bien comment... Alors, si je peux me permettre de compléter la question, j'espère que je ne trahis pas ta pensée. Il y a eu des journalistes un peu perfides l'autre jour quand vous êtes passé à la radio qui vous ont fait l'observation, à mon avis assez fondée, et j'étais pas très convaincu de la réponse, qu'à vous entendre, on a plutôt l'impression d'entendre le programme de Mélenchon ou de gens beaucoup plus à gauche que ceux des candidats majeurs du PS. Et pourtant, vous êtes porte-parole du PS. Ça rejoint peut-être un peu ta question. Alors, première chose, moi je suis pas là pour rendre plus digeste un PS de droite. Non mais, parce que aux yeux de certains, je ne joue que ce rôle-là. Comment rendre finalement relativement glamour un parti qui est un parti qui nous décevra toujours. Voilà, c'est pas mon job, je le dis, et je le dis très sincèrement. Croyez en votre parti. Mais je crois surtout dans la capacité, pas moi tout seul, mais que les militants qui m'accompagnent et qui sont des militants sincères de gauche, de faire de ce parti un parti pivot de la gauche, et à l'intérieur duquel justement se développe et on rend possible la possibilité demain de restrictions au libre-échange, la possibilité de la séparation de la banque de détail des banques d'affaires, la possibilité d'engager une vraie négociation sur la répartition capital-travail qui débouche par une augmentation des salaires. Tout ça, je le crois possible, et j'en mesure aujourd'hui par rapport au parti dont je n'ai... Quand je suis devenu porte-parole, je sais le parti dans lequel je suis devenu porte-parole, je sais ce qu'il est aujourd'hui, je vois en quoi il a évolué, en quoi il n'a pas évolué assez vite à mes yeux, en quoi il reste trop prudent, trop timoré, trop sous pression parfois de ce qui serait la bonne gouvernance. On me dit c'est quoi là? Les étudiants de Sciences Po me demandaient une définition de la gouvernance, parce que c'est un mot à la mode. Je leur disais la gouvernance c'est quand c'est pas vous qui décidez, mais vous savez pas très bien qui décide à votre place. Voilà le mot inventé par l'Europe, c'est que c'est plus vous qui décidez, la gouvernance, mais vous savez, ça vous a échappé, mais on vous dit que c'est la bonne gouvernance, mais vous ne savez plus très bien vers qui vous retournez quand la décision est prise et que elle n'est pas bonne. Voilà. Et ben, aujourd'hui, je vois bien ce qu'est la pression à tout ça, je vois bien ce qu'est le retour de ce qui pourrait être cette forme de gauche du gouvernement qui sont obligés de donner des gages toujours eux-mêmes, c'est-à-dire aux marchés financiers, aux sérails, aux élites, etc., et qui en oublient par qui et pourquoi elle a été élue. Bref, je vois bien tout ça qui pèse. Et en même temps,
chaque fois que je suis interpellé par des gens du front de gauche qui sont sincères, ils me disent, ils m'écrivent, ils me disent mais comment ça se fait que vous n'êtes pas avec nous, pourquoi vous n'êtes pas, on se développerait, etc. Je vous dis pas que c'est pas un choix qui m'a pas traversé, ou une hypothèse qui m'a pas traversé l'esprit. Et je vous dis pas que demain je me poserai pas la question à nouveau de savoir, je suis pas enraciné au Parti Socialiste. D'abord j'y ai quasiment aucun mandat, je suis conseiller régional. Je suis pas au Parti Socialiste parce que j'y aurais une belle rente de situation. Je suis porte-parole du Parti Socialiste, je vis moi de mon travail dans le privé. Donc en plus je n'y suis tenu objectivement par rien, ni par un salaire, ni par une promesse de carrière. Là où je vais être candidat aux élections législatives, c'est à Trappes. La circonscription a été redécoupée aux petits oignons pour le député libéral de droite qui y est, donc ça n'est pas ça qui me tient. Mais c'est que je pense encore aujourd'hui, ce que je dis, et ce que j'ai dit à la fête de l'UMA à des militants du Front de gauche qui m'interpellaient, je ne sais pas si c'était du Front de gauche d'ailleurs, parce que des fois c'est peut-être des gens qui vous disent, mais si tu dis ça, t'es pas sincère puisque tu es encore au Parti Socialiste. Et qui me reproche de tenir ce discours-là, le discours, c'est écrit là, en restant au Parti Socialiste. Alors qu'il devrait se réjouir qu'aujourd'hui le porte-parole du Parti Socialiste, chaque fois qu'il a une occasion de saisir le micro, continue à défendre des idées qui sont celles-là, sans jamais rien lâcher de ses idées chaque fois qu'on me pose la question, au nom du Parti Socialiste, au point que les fameux éditorialistes qui adorent quand le PS ronronne, etc., disent mais vous n'êtes pas représentatif du Parti Socialiste, et ce qui vaut que M. Colombani s'excite, M. Duhamel s'excite, que monsieur et consort. Mais je pense que on a davantage fait bouger les lignes dans un dialogue qui est un dialogue beaucoup plus constructif et fécond entre le PS et le reste de la gauche. Et quand je dis le reste de la gauche, je ne pense pas qu'au front de gauche, je pense aussi aux écolos. Moi, en ce moment, j'étais pas du tout acquis à l'idée qu'il faille comme ça forcément sortir du nucléaire et fixer l'objectif d'une sortie du nucléaire civil. Et j'ai réfléchi, j'ai travaillé comme d'autres. Je reste très attaché à l'idée du progrès des techniques, je reste très attaché à l'idée du progrès tout court, je reste très attaché à l'idée qu'il est insupportable que le progrès économique plus le progrès des techniques ne se traduisent pas par du progrès social aujourd'hui. Et en même temps, je pense aujourd'hui qu'on peut parler progrès et que c'est du progrès de passer ou d'assurer la transition énergétique du nucléaire civil vers des filières plus sûres et en même temps qui sont garantes d'une sobriété sur le plan écologique, que ce serait, on va dire, un grand mix énergétique qui intègre de la géothermie, de l'éolien offshore, de la biomasse, tout ça, etc. Et qu'on peut travailler là-dedans dès lors qu'on construit une vraie filière industrielle et que d'ailleurs on réhabilite le rôle de la puissance publique dans l'émergence de cette filière industrielle du renouvelable. Donc à ma place, j'essaie de faire ça. Alors la vraie contradiction qui pourrait être la mienne, c'est pourquoi vous ne soutenez pas Montebourg, d'ailleurs au primaire, qui m'est pointé. Et moi, j'y réponds, bon, c'est vrai qu'à la fois avec Mélenchon, Jean-Luc, et à la fois avec Arnaud, on était dans le même courant. En l'occurrence, pas en même temps avec Jean-Luc et Arnaud. C'est vrai, moi j'étais avec Arnaud et Payon, on a fait le nouveau Parti Socialiste, on disait beaucoup de choses déjà sur ce que Arnaud appelle la démondialisation. En gros, c'est les relocalisations sur le plan industriel, c'est les restrictions au libre-échange. Mais c'est insuffisant. Moi, je pense qu'il ne faut pas contenter de dire ça. Il faut vraiment avoir aussi l'autre aspect autour des travaux qui ont été ceux des économistes atterrés, de Lordon sur le désarmement des marchés financiers. C'est un aspect au moins aussi important que ce qu'ont fait Sapir, Todd et d'autres sur la question du libre-échange. Donc il faut associer les deux. D'ailleurs, c'est toujours un peu embêtant quand il y a une sorte de querelle en légitimité sur celui qui a trouvé la vraie raison de la crise. Il y a les deux dans la crise financière et économique qu'on connaît aujourd'hui. Mais donc on a été avec Arnaud, j'ai été avec Jean-Luc. Le problème, c'est pas qui a la paternité de toutes ces idées-là. C'est mieux qu'on les ait en partage. Et aujourd'hui, moi, si je soutiens Aubry, je vais vous dire pour une raison extrêmement simple. Je pense que le vainqueur de la primaire, c'est son projet qui s'appliquera demain à la tête de la France. Et que le projet, les micro-projets des autres s'effaceront derrière plutôt le projet de celui ou celle qui gagnera la primaire. Et le fait... Non mais attendez, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi. Et je pense que le fait que Martine défende les justes échanges, qu'elle défende tout le reste, me garantit que ça, ce sera le programme du candidat à la présidentielle, mais aussi le programme du président de la République. Et qu'après, sinon j'aurais été candidat moi-même, je vais vous dire, j'ai même hésité à l'être. Chacun a vraiment un programme différent. Ouais, il y a des vrais projets différents. Il y a un projet commun, mais derrière, il y a quand même des identités clairement différentes. Oui. Camarade Amour, est-ce que je peux poser une question? Oui.
comment se situe le Parti socialiste dans l'international socialiste? Mal. Non, attendez, attends. Parce que, est-il possible, avec un Parti socialiste fort, gagnant les élections, de changer quelque chose en Europe si les autres partis frères, 10 frères, ne soutiennent pas? Alors, il y a l'IS, il y a le Parti socialiste européen, ce qui est deux choses un peu distinctes, mais pour le Parti socialiste européen, ça a commencé à bouger vraiment. Je le dis, et oui, ça a bougé, mais pour une raison qui est toujours une raison... c'est par un constat d'échec. Et le constat d'échec, il n'est pas fait par les Slovènes, il n'est pas fait par les Espagnols aujourd'hui, en tout cas socialistes espagnols, il est fait par les sociodémocrates allemands, qui viennent de tirer, eux, le bilan de ce qu'a été le choix historique de Schröder de construire un compromis, qui est un compromis avec le patronat allemand, les syndicats allemands, pour rendre plus compétitive l'économie allemande, et qui reposait sur quoi? Sur la baisse du coût du travail en Allemagne, donc la modération salariale, et le fait que les salariés allemands tiraient beaucoup moins de leur travail qu'ils ne le tiraient auparavant. Résultat, ça a été efficace sur le plan économique, puisque l'Allemagne a reconquis ou a reconstruit son excédent commercial au détriment de ses voisins, de la France, de l'Italie, etc. Mais les Allemands, et en tout cas moi, le déjeuner que j'ai eu avec Sigma, Gabriel, l'actuel patron du SPD allemand, a été, je le mets dans le bouquin, je me suis dit c'était un déjeuner, mais bon, je vais balancer ce qu'il a dit ce jour-là. Il a dit, en gros, quand on a fait ça, la conséquence de ça, c'est qu'on perd les élections. Ensuite, on fait la grosse coalition avec Merkel et on repère les élections derrière et on est les gros dindons de la farce. Les travailleurs votent plus pour nous parce qu'on les a abandonnés et en plus, ils ne nous reconnaissent pas quand on passe un deal avec Angela Merkel. Et résultat, la conséquence que tire le SPD de cela aujourd'hui dans leur programme, c'est de dire ce qui est central dans le projet des sociodémocrates allemands, ce doit être la question de la valeur travail au sens de la rémunération du travail, le salaire. Et nous devons reconstruire un projet économique et social autour de cela. Et c'est à partir de ce changement des sociodémocrates allemands que nous avons, nous, pu reconstruire un dialogue qui est un dialogue extrêmement intéressant avec les Allemands. Pourquoi? Parce que sans eux, c'est compliqué pour faire bouger tous les autres. Je le reconnais. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a perdu, nous, beaucoup de crédit, beaucoup de crédibilité aussi aux yeux de nos partenaires. D'abord parce qu'ils sont totalement dominés par les idées libérales, que pour tous les partis sociodémocrates des nouveaux États membres, ils associent libéralisme économique et libéralisme politique, en tout cas les démocraties, pour faire la distinction, alors qu'il y a clairement à nous faire le procès aujourd'hui du libéralisme économique et du libéralisme politique comme un des instruments aujourd'hui du recul ou du rétrécissement du champ démocratique et de la souveraineté populaire. Bon, donc ça reste encore devant nous, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore des batailles à mener, mais il y a un tournant qui est un tournant réel des sociodémocrates allemands. Quand on voit ce que fait Mittal en Europe, quand on voit un peu, l'usine Orsatillor a été reconstruite dans une première étape avec les fonds publics, et quand on voit après que ça a été cédé à Mittal, et quand on voit un peu la réaction de l'Europe socialiste par rapport à ça, on est un peu inquiet. Et quelle Europe socialiste? Les partis socialistes européens. Oh, non, je ne crois pas que ce soit là-dessus. Non, honnêtement, là-dessus, tout le monde... Là, d'ailleurs, ils sont en train de fermer leur dernier fourneau à Yange, là, Mittal, avec la promesse de le réouvrir bientôt. Ils vont surtout bénéficier de 150 millions d'euros d'investissement public pour... alors, ben oui, entièrement raison. Ce qui est la réalité, c'est qu'on devrait... Et nous, moi, c'est une suggestion que je ferai à mes petits camarades de gauche. Je pense qu'il faut qu'on maintenant parle, nous, du coût du capital. On s'est laissé imposer le thème du coût du travail. Il faut maintenant parler du coût du capital sur l'économie réelle. C'est qu'il y a aujourd'hui un coût du capital qui rend extrêmement prohibitif et prédateur pour l'économie réelle. Et on peut même dire et parler de perte de compétitivité en raison du coût du capital. C'est qu'on est aujourd'hui, on vend moins bien nos produits. Pourquoi? Parce que le coût du capital, les exigences en termes de rendement sur investissement sont telles qu'ils rendent aujourd'hui... je comprends pas, à cause des
privilèges fiscaux. Non, les retours sur investissement, c'est que tu payes tellement cher, tu as tellement de dividendes. Non, non, tu as tellement de dividendes sur la répartition de ta valeur ajoutée, tu as tellement de dividendes à distribuer, tu as un tel coût du capital, c'est-à-dire une exigence de retour sur investissement de l'actionnaire, qu'aujourd'hui, elle rend ou tu le compenses par une baisse du coût du travail, c'est-à-dire où aujourd'hui tu diminues tes investissements, tu diminues l'argent que tu consacres à la recherche et à l'investissement, bref, tu es moins compétitif sur le moyen et long terme, je dis tu pardon, nous sommes moins compétitifs en raison du coût du capital. Et on doit nous imposer, comme les libéraux ont réussi à imposer la thématique du coût du travail et justifier donc derrière qu'il fallait moins cotiser pour la sécu, moins cotiser pour l'assurance maladie, les retraites, etc., imposer le thème du coût du capital. Et si on n'arrive pas au sortir de cette crise à imposer cela, c'est-à-dire, je le dis d'un mot, mais... Il n'arrive même pas à mettre en place une putain de taxe sur les... de 0,5. Oui, mais regardez, ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'on se laisse imposer aujourd'hui par les droites européennes, le fait que les responsables de la crise, ou en tout cas ceux qui devraient payer la crise, ce serait l'État-providence en Europe. C'est-à-dire qu'il faudrait au terme de cette crise offrir la dépouille de la Sécu et des services publics en plus pour pouvoir redresser et les finances publiques, etc., etc. Et bon, là il y a un paquet de bouquins qui sont sortis là en même temps. J'imagine que vous devez en acheter. Même moi, un des bouquins, le bouquin de Chianet sur la dette illégitime, je le trouve très bien fait. Il y a des trucs avec lesquels on n'est pas forcé d'être d'accord avec tout, à chaque fois il y a des choses à prendre. Mais je trouve que c'est intéressant, en tout cas nous, qu'on pose le débat dans ces termes. Cette dette est illégitime, le problème c'est le coût du capital. Nous ne pouvons pas raisonner en faisant abstraction de la responsabilité du libre-échange. Nous devons poser la question du désarmement des marchés financiers. Sur tous ces sujets-là, il faut être extrêmement offensif. Or, aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que nous sommes sur la défensive, les gens de gauche, et nous sommes sur la défensive parce qu'on en est encore à expliquer, à justifier pourquoi on doit garder de la sécu, pourquoi on doit garder des services publics, etc., etc. Oui, est-ce que ça ne pose pas le problème de l'expertise? Parce que moi, je suis assez ignorant en économie, comme la plupart des citoyens, il faut bien le dire. Et on nous parle de choses qui sont très difficiles à mesurer. Vous avez parlé tout à l'heure de la rue Niepce. J'ai entendu à l'occasion d'une conférence à Action contre la faim des réflexions sur le droit à l'eau, dont vous parlez à la fin de votre développement d'ailleurs. Et pour l'eau, on sait ce que c'est qu'une eau polluée et ce que c'est qu'une eau non polluée, des techniciens peuvent en juger. On sait quels sont les prélèvements qui sont opérés par des barrages ou par des dérivations. Donc on arrive à mesurer les choses. Tandis que dans le domaine des liquidités financières, pour filer la métaphore, on ne sait pas. On dit, voilà, il y a des actifs toxiques, mais comment déterminer quels sont les actifs toxiques? On lit un article, on dit, il faut recapitaliser les banques, ça coûtera moins cher que de payer la dette. Un autre article qui dit, il faut payer la dette. Et on est dans une extrême confusion. Et il me semble que le rôle des hommes politiques, c'est de faire preuve de discernement et également de dire quels sont les moyens dont on peut disposer. Parce que je ne sais pas exactement en quoi le principe de subsidiarité s'applique à ce genre de raisonnement, mais est-ce qu'un gouvernement socialiste en France peut décider tout à coup de se dégager d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris par ses partenaires dans une Europe de droite? C'est une question que je pose, y compris par ses prédécesseurs. Moi, je vais vous dire, le raisonnement le plus faible que j'ai entendu sur la question du pacte de stabilité et de croissance et des objectifs de 3% à échéance de 2013, en tout cas l'argument le plus faible que j'ai entendu au sein du Parti socialiste, c'est de dire que c'était un engagement qui avait été pris par la France. Bon, écoutez, si Nicolas Sarkozy prend l'engagement d'appauvrir et de ruiner le pays, je ne me sens pas tenu par cet engagement. Surtout dès lors que... Non mais je ne vous dis pas que vous avez dit ça, mais je dis justement, est-ce que la réponse est oui à votre question? Et que les engagements pris par Nicolas Sarkozy avant un vote du peuple français qui dit je veux de l'éducation, je veux de la santé, je veux du salaire, cet engagement-là, pardonnez-nous, moi je ne suis pas tenu par les engagements de Nicolas Sarkozy. Surtout que cet engagement est pris au même moment où il réduit les impôts des plus riches. Cet engagement c'est l'engagement de Nicolas Sarkozy, peut-être et encore conforme à ce qu'il avait dit aux Français lors de la précédente campagne présidentielle, mais il n'engage pas un dirigeant socialiste qui dit lui je veux plus d'éducation, je veux plus de santé et je veux qu'on vive mieux de son travail. Et la conséquence que j'en tire et que j'essaye, alors et encore ma démonstration elle est
Elle est maintenant... la situation a empiré depuis que j'ai écrit ce bouquin, et pourtant je peux vous assurer que j'ai pris soin sur les aspects pacte de stabilité de croissance et hypothèse de croissance d'attendre le dernier moment, vraiment la dernière minute pour mettre les chiffres, en me disant je risque d'être contredit, et je suis encore contredit par la crise, c'est-à-dire que c'est encore pire que ce que j'écris dans ce bouquin. Alors je vais vous le dire devant la caméra, et que ça plaise ou non aux socialistes, l'objectif de 3% en 2013, c'est impossible. Et je trouve que c'est une erreur d'annoncer cet objectif-là pour une bonne et simple raison. C'est qu'à partir du moment où vous engagez publiquement, vous engagez vis-à-vis des Français, mais vous engagez aussi vis-à-vis des marchés financiers, à tenir cet objectif-là, ben les marchés, dès lors que vous ne tiendrez pas cet engagement-là, eh bien ils sanctionneront. Exactement. Et prendre des engagements non tenables, c'est exposer demain, tant qu'on n'a pas changé de système en plus financier, tant qu'on n'a pas fait en sorte de ne plus dépendre des marchés financiers pour emprunter, c'est de fait se menotter vis-à-vis des marchés financiers. C'est à mon avis prendre un très très grand risque, et c'est pour ça que je regrette qu'il ait été pris en dehors de toute délibération d'ailleurs collective par un certain nombre de dirigeants socialistes, et je leur ai dit, je pense qu'on aura toujours moyen de revenir dessus, et je pense qu'on pourra d'ailleurs, heureusement, et on va faire un mal, un bien, c'est-à-dire qu'on va prendre prétexte du fait que la situation est finalement pire pour pouvoir le remettre en cause, cet engagement. Mais je pense que c'était une erreur de l'avoir pris. Et je dis juste une chose, c'est que pour moi, d'abord cette règle d'or, puisque c'est une règle d'or du pacte de stabilité et de croissance, c'est une hérésie sur le plan économique. D'ailleurs, hérésie dénoncée par toutes celles et ceux qui pensent à un moment que le politique ne doit pas être... tributaire des cycles économiques ou collé au cycle économique. Il faut pouvoir mener et être réactif au cycle économique en disant si on veut mener des politiques contracycliques, on doit les mener, et là elles sont nécessaires. Donc ça, c'est une première chose. Mais la deuxième chose, c'est si tant est qu'il faille faire évoluer le pacte de stabilité et de croissance, et qu'on ne puisse pas s'y soustraire totalement du jour au lendemain, si tant est qu'il faille le garder un temps, la première étape, c'est de faire la distinction dans le calcul des déficits publics entre une dépense d'investissement, l'éducation, la recherche, et une dépense de fonctionnement. Et à partir de là, on peut avoir une trajectoire plus vertueuse sur le fonctionnement, mais aussi accepter de dire qu'aujourd'hui, il est absolument indispensable en termes de formation, en termes d'éducation, en termes de préparation de l'avenir, de consacrer davantage d'argent, et forcément d'argent public. Sinon, on ne s'en sortira pas. Donc, moi j'essaye d'être social-démocrate dans mon approche de ces questions-là. C'est pour ça d'envisager ce que peuvent être les termes d'un compromis entre un certain nombre de forces politiques, de forces sociales, mais en même temps j'analyse aussi que la difficulté aujourd'hui de passer des compromis, c'est qu'effectivement les capitalistes, ou le capital n'a plus forcément intérêt au compromis avec le travail, et qu'il tire davantage de bénéfices à ne plus passer de compromis, à rompre. D'après ce que vous disiez, monsieur, moi je trouve sur l'aspect confusion dont vous parlez, moi je pense que vous avez vraiment raison. Et je pense que c'est même, je dirais pas que c'est fait comme, et c'est fait pour ça volontairement, mais je pense que quand on est un peu confus comme ça, et quand l'économie, on dirait que c'est un truc qui roule tout seul, que personne ne contrôle rien, que c'est pas de notre faute, c'est un petit peu, c'est le hasard, voilà, c'est voilà. Bah, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que les marchés, ce qu'on dit toujours, il faut rassurer les marchés, il faut rassurer les marchés. Mais pourquoi il faut les rassurer? Voilà, non. On dirait que l'économie, c'est plus la démocratie maintenant. C'est-à-dire que c'est l'économie, c'est les bourses, c'est les marchés qui dictent à la Grèce. Voilà, vous avez voté pour le Parti Socialiste, messieurs, dames, mais vous aurez 1 200 € de moins par mois. Vous n'aurez plus vos retraites. Vous aurez des taxes dans tous les sens. Vous n'aurez plus... Il y a 30 000 fonctionnaires encore en plus. Voilà, et les Grecs, mais je ne sais pas comment ils vont faire, les Grecs. Parce que là, la Grèce, ils vont crever. Ils vont faire défaut. Ils vont faire défaut ce qu'on sait déjà depuis. Il faut arrêter que ce soit les gens, et on n'est plus en démocratie à partir du moment où la bourse, les marchés, les fonds d'investissement vous disent maintenant vous faites une politique de rigueur. Oui, mais attendez, nous on a voté socialiste. On s'en fout, on fait une politique de rigueur et c'est comme ça. Non, là ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie. C'est ça, moi, que je trouve. Excusez-moi, je ne cherche pas à avoir raison. Quelle est la manière de limiter l'exposition au marché? Oui, alors je vais vous dire après, mais monsieur avait levé la main et je répondrai aux deux. Une question un petit peu en polémique, c'est presque, parce que j'ai de la sympathie pour Benoît Hamon. Au sujet des primaires, moi j'étais étonné, je me suis posé la question, alors je suis du front de gauche, je suis au PG, le parti de gauche, de se dire comment on peut tenir dans un même parti un Manuel Valls, un Dominique Strauss-Kahn, à un Filoche, ou un Benoît Hamon.
intéressant et donc l'hypothèse qu'on a faite, que cette histoire de primaire, en fait, c'était pour éviter l'éclatement de partis socialistes. C'était la chose trouvée pour éviter l'éclatement de partis socialistes. Alors, j'ai eu cette impression. On a posé la question en tous les sens. Oui, oui, non, mais je comprends. C'est une. Je comprends. Alors, je vais répondre. Non, très bonne question. Je vais y répondre. Mais je vais répondre d'abord comment est-ce qu'on se soustrait à la dépendance des marchés financiers. D'abord, on est sortant de cette hérésie totalement stupide. J'espère qu'on va y arriver. Qui veut qu'on est les seuls dans le monde à s'être doté d'une banque centrale et à pas avoir de fiscalité commune, mais à dépendre exclusivement, quand on emprunte, des marchés financiers. Alors la Banque Centrale Européenne vient de faire un pas en rachetant de la dette des États endettés sur le marché secondaire, mais elle utilise évidemment les banques privées comme intermédiaires. Ce qu'il faudrait, c'est que pouvoir assez naturellement, comme les banques privées le font aujourd'hui, puisque ce qui est en train de se passer, c'est que les banques aujourd'hui privées ont des dépôts qui sont des dépôts auprès de la Banque Centrale Européenne et se sécurisent aujourd'hui auprès de la Banque Centrale Européenne. Il faudrait, et c'est ce que nous nous demandons, alors là, quand je dis nous, c'est le Parti Socialiste, et là il y a une belle évolution, hein, y compris des Hollande et tous ceux qui, il y a quelques années, étaient contre cela et disaient que c'était pas possible, maintenant ils le demandent tous, ce qui montre qu'il y a peut-être pas une pédagogie, on n'a peut-être pas été suffisamment convaincants par nos arguments, mais il y a une pédagogie de la crise sur eux, mais il faudrait que la Banque Centrale Européenne puisse racheter directement de la dette souveraine des États les plus endettés, ce qui permettrait de nous libérer de cette dépendance des marchés financiers. Mais si tant est qu'on doit rester dépendant des marchés financiers, ce serait bien mieux qu'on emprunte tous au même taux en Europe et qu'il n'y ait pas des pays qui empruntent à 12 quand d'autres empruntent à 3. Et je peux vous dire que le problème de la dette grecque, d'ailleurs, même si c'était 120% de son PIB, elle serait très vite réglée de ses déficits si elle empruntait à 3%, et en même taux que les Allemands sur les marchés financiers. Là, le problème serait assez vite réglé. Donc si on empruntait tous à 5%, on serait là dans une situation très différente. Donc ça, c'est la voie, elle est connue de tous. Le rapport de force évolue plutôt en ce sens, mais il suppose quand même l'alternance en Allemagne et l'alternance en France pour basculer définitivement en ce sens. Alors, bah non, c'est moins parce que là, pour le coup, ils sont pas dans la zone euro, donc c'est pas pareil, quoi. Oui, mais ils sont pas dans la zone euro, donc c'est. Ouais, mais sur la taxe sur les transactions financières, mais pourquoi ils veulent pas? Parce que l'essentiel des transactions financières sont faites aujourd'hui à la City, et donc c'est là que, pourtant c'est un tort, parce que ça leur rentrerait davantage d'argent. Mais ils ont une vieille taxe qui date des années du XVIIe siècle, qui s'appelle de Stamp Duty, qui est une forme de taxe sur les transactions financières différente, mais ils ont un modèle comme celui-là, ils devraient d'ailleurs l'assumer, comme les Belges ont une taxe de la sorte, ce qui montre bien qu'on peut très bien avoir une taxe sur les transactions financières, vivre avec et faire en sorte qu'il y ait des mouvements des capitaux et des transactions sur son territoire. Je réponds à la question pourquoi on a fait les primaires. Bon, d'abord, la différence entre Valls et Hamon, elle existe. Valls et Filoche. Ça n'empêche pas. Mais dans l'absolu, elle n'est pas plus grande que la différence qu'il y avait entre, allez, je vais te dire, Mélenchon et Dumas pendant 20 ans. Ils sont quand même plus vieux que moi, voire 30 même. Donc, le PS a toujours été une synthèse entre des courants de la gauche. Et je pense qu'il faut qu'il le reste. Et aujourd'hui d'ailleurs, le Front de gauche tente une autre synthèse, qui est une synthèse à la gauche du parti. Et moi je trouve que ce travail de rassemblement est un travail utile, important, que moi j'observe avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, et je le dis vraiment, beaucoup d'intérêt, aussi de curiosité. Je lis ce qui s'écrit, etc. Pour moi c'est quelque chose d'utile, qui alimente d'ailleurs ma propre réflexion. Maintenant, pourquoi on a fait ces primaires ? D'abord parce que c'est un moyen d'être peut-être plus raccord avec les institutions de la Ve République. Je le dis en tant que partisan de la rupture avec la Ve République. Mais en même temps, on peut être partisan de la rupture avec la Ve République et pas se gourer sur les institutions dans lesquelles on milite. C'est d'ailleurs exactement ce que fait le Front de gauche en décidant d'avoir un candidat commun au PC, au PG, à la gauche unitaire, et à toutes les formations qui aujourd'hui constituent le Front de gauche. Et donc on s'adapte aux institutions de la 5e, en ayant en tête demain d'en changer. Mais la grande contradiction du PS d'ailleurs, alors là moi je l'assume totalement, c'est de faire un projet
ce qui dit, le PS dit, bon, moi je suis pas totalement cinquième, la preuve, je fais mon projet avant, ce qui montre que le collectif prime sur les bonhommes, et après, on voit bien qu'entre Valls, qui prend de la TVA sociale, des lois sécuritaires, je veux dire, bon, il a quand même beaucoup pris dans ce que fait Fillon, qui est pas pour la retraite à 60 ans, et Arnaud, Martine, moi et d'autres, on est quand même là, on tire l'élastique, quoi, c'est clair, je reconnais, on le tire très fort. Mais on a pensé qu'à un moment, il valait mieux que ce soit les citoyens, et y compris, là je le dis très, je sais pas ce que tu feras, mais y compris les électeurs non socialistes. Moi, je suis socialiste, hein, mais ah bon, d'accord. Ah d'accord, ouais, ok. Non sociodémocrates, voilà, qui puissent trancher quel est le meilleur candidat socialiste, y compris le candidat qui pourrait être le candidat de second tour pour lequel les électeurs non socialistes de premier tour allaient peut-être voter. Et je pense que cette formule-là est une formule qui produit d'abord du débat, et moi c'est la conclusion de mon bouquin, c'est qu'il y a un bon usage des primaires. Moi je veux vous dire, le fait que Greenpeace par exemple, ou un certain nombre de syndicats pèsent en coulisses, non pas parce qu'ils demandent, mais à travers leurs revendications, aussi fort dans ce que sont les prises de parole d'un certain nombre de candidats, est une bonne chose. Quand je dis, c'est pas parce que Thibault a pris son téléphone, c'est pas parce que Chirac prend son téléphone, c'est qu'aujourd'hui, les prises de position, je regrette que ça n'a pas été, que d'ailleurs il ne l'ait pas fait au plus, mais sur la Poste, sur la question de l'avenir des services publics, sur la question de l'avenir de l'hôpital, sur ces sujets-là, il aurait fallu d'ailleurs que les syndicats se fassent entendre davantage. Mais dans le mouvement Alter, dans le mouvement écolo, ils ont compris ce qu'il pouvait être le bon usage des primaires, en mettant la pression dès les primaires sur les candidats et en donnant des consignes de vote de fait. Parce qu'aujourd'hui, quand Greenpeace fait un mapping de qui est le candidat le plus nucléaire-compatible et le plus écolo-compatible, il donne une indication sur ce qui leur paraît être le vote le plus favorable. Mais il y a un même, parce que j'ai posé des questions à des militants socialistes qui distribuaient, non pas les tracts, Pascal je le connais, qui précise d'ailleurs Pascal qu'il est socialiste de gauche, c'est quand même assez extraordinaire. Tu n'es pas obligé de le préciser, ils sont très à gauche dans le 14e au Parti socialiste, il ne faut pas leur reprocher ça. Moi, j'ai posé la question des militants, quelque part, c'est un peu une dépossession. Et j'ai une réponse d'un militant, deux même, extraordinaire. Je me suis dit, mais ils m'ont dit, mais de toute façon, la dernière fois qu'on a choisi en interne un candidat, c'était un désastre. Attendez, moi j'ai quasiment très souvent voté pour le Parti Socialiste, et même à des premiers tours, hein, mais pas cette fois-ci. Mais, non, mais en 81, oui. Mais voilà, je me dis, quand en parti on est à ça et que ces militants se disent ça, où on en est, quoi. Mais tu as raison, mais ça a été un grand parti de gauche, et qu'il y a eu des renoncements, des trahisons aussi. Ça c'était avant la guerre de 14. Non, sans remonter à la guerre de 14, mais au cours de ces 30 dernières années. Quoi. Et moi j'ai trouvé ça terrible. Personnellement, je ne suis pas au PS en plus. C'est terrible quand un militant, on est à dire deux militants, coup sur coup en plus. Le premier m'a achevé, le deuxième a fini de m'achever. C'est terrible. Et moi, je connais plein de militants socialistes que je ne dénoncerai pas, parce que certains sont ici, qui étaient contre ces primaires. Mais attends, après, que certains étaient contre, mais évidemment, que certains ont été contre, mais je peux même t'en donner un ton fléchien derrière moi. Il parle d'ailleurs à la seconde. Mais juste te dire une chose, que la société soit malade, ce que tu constates comme moi, mais il n'y a pas de raison que les partis soient pas moins malades que la société. Je veux te dire, moi je milite dans un parti, peut-être que dans le tien on y forme très bien les militants, mais si on y forme très bien, vous verrez que vous serez toujours de toute façon beaucoup moins nombreux que dans le nôtre. Mais pourquoi? Parce qu'on y forme... Non mais attends, ce que je veux juste te dire, c'est que le fait qu'on les forme plus est un problème pour moi dans mon parti. Alors on essaie de les former, mais je constate qu'on est un parti qui est pas moins malade de l'impact de la démocratie d'opinion, de la religion médiatique, de la dictature de l'urgence, du court terme, que la société.
Et pourquoi est-ce qu'on est malade de cela? Pour plein de raisons qu'on pourrait débattre, mais une des choses sur lesquelles, par exemple, moi je suis le moins convaincu par les propositions de tous les candidats socialistes, les 6, c'est cette nouvelle étape de la décentralisation qu'ils veulent faire pour renforcer encore le pouvoir des élus locaux. Je suis d'accord. Moi, je m'excuse, mais je vois dans mon parti que, à force de renforcer le pouvoir des élus locaux, on décroche ce que sont les logiques locales de toute forme d'intérêt national. Et d'ailleurs, les élus locaux se planquent pour les primaires, là beaucoup, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, etc. Mais ce qui prime au bout du compte, c'est ce qui se passe au niveau local, et beaucoup moins ce qui est l'intérêt général, l'intérêt national, qui reste maintenant, devient presque une élection subalterne à leurs yeux. Et je pense que tout ça pousse au moins 10 ans, si tu veux. Au moins 10 ans sur le plan social, au moins 10 ans sur le plan démocratique, en tout cas pour ce qui concerne l'échelon national et l'échelon européen. Et donc, parce que quand on voit la France, moi j'ai mon mari, il est espagnol, et je peux vous dire qu'il est hyper choqué quand on dit Paris et la province. Il me dit, ça veut dire quoi la province? Je dis, c'est tout sauf Paris. Il me dit, ah bon, donc c'est l'Est, la Bretagne, tout ça. Voilà, il y a quand même un problème en France où on tue beaucoup sur la centralisation. On met des pouvoirs locaux et qu'après ça devienne des petits gardes-chefs, mais quand même une décentralisation. Non mais après, non mais attendez, je veux dire. Ça existe déjà quand même. Non mais, bon, alors attendez, je vais être. Non mais la nouvelle étape de la décentralisation, si c'est donné, si c'est clarifié les échelons, etc. Moi je suis pas contre, et ça je suis même très pour. Si c'est même peut éventuellement supprimer un échelon, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est si c'est juste transférer à nouveau davantage de pouvoir aux élus locaux, et pour constater derrière qu'il y a des ruptures d'égalité sur le territoire de la République et qu'un RMiste n'est pas pris en charge de la même manière, ouais, un bénéficiaire des minima sociaux à 500 mètres d'écart parce qu'il n'est pas dans le même département, que les politiques sont plus les mêmes en matière de transferts sociaux, etc., et qu'il y a des ruptures d'égalité, ça me pose un problème. Voilà. S'il vous plaît. Pardon. Il a été évoqué des choses qui sont assez fortes quand même. C'est l'illégitimité de la dette, la nocivité des marchés financiers, la militance pour une 6ème République, aussi un certain nombre de livres, et tout ça, ça m'a amené à une question qui fait suite en quelque sorte. C'est si au sein du Parti Socialiste en général, ou plus précisément au sein de la mouvance dans laquelle vous êtes, vous connaissiez les thèses de Bernard Friot, et si vous en débattiez. Donc, sur les cotises? Sur la retraite, la cotisation sociale, etc. La généralisation, la cotisation sociale qui produit à terme une, comment dire, le fait est que maintenant les banques qui sont censées investir n'investissent pas parce qu'elles n'investissent que dans la finance. Donc c'est un sophisme comme vous disiez tout à l'heure. Donc là on a vraiment des institutions capitalistes qui sont antisociales, qui mènent à la situation européenne que tout le monde connaît ici, mais qu'en fait il y a une sorte de dogme ou d'ambiance idéologique qui fait qu'on pense, on est maintenu dans l'esprit que ces choses-là sont indispensables justement pour investir, les banques prêtent de l'argent pour investir, ce qui est donc faux, tout le monde le sait, paradoxe, et qu'en plus, donc non seulement elles n'investissent pas, mais comme elles n'investissent pas, non seulement elles n'investissent pas, mais en plus on a déjà des techniques de cotisation dont on sait qu'elles pourraient y suppléer à l'investissement. Donc d'où viennent les thèses de Friot, qui sont une généralisation de la cotisation salariale qui permet qu'on paye les retraites sans accumulation préalable, et qui serait, bon alors déjà ça, déjà pas mettre en question les retraites, quand on a 60 ans ça va de soi, mais en plus, comment dire, élargir le champ de la puissance publique par des systèmes de cotisation, même pas de banque centrale dans ça, hein, des institutions de cotisation directe. En tout cas, un emprunt partiel à Friot, je sais à Friot. Je termine. Je ne sais pas si les personnes ici sont au courant de ces thèses. Moi j'essaie de les dire là un peu tous azimuts, alors j'essaie d'être clair. Sinon, bon, Bernard Friot, c'est un monsieur qui écrit les livres, on peut les retrouver dans ce livre. Mais donc voilà, ça me paraissait quand même les positions les plus fortes qui a été proposées d'un point de vue d'institutions nouvelles et faisables. Et ça me paraît aller dans le droit fil de, comment dire, de la parole que vous tenez actuellement. Oui, alors, mais il y a là des travaux. Vous connaissiez Friot? Oui, un petit peu, mais j'ai pas travaillé dessus. Hein, parce que c'est très simple, hein, Friot. Il dit un truc très simple. J'ai résumé ce que vient d'expliquer Samuel. Il dit « Je suis révolutionnaire parce que je ne suis pas utopiste ». Il dit « Être révolutionnaire, c'est voir les contradictions et l'accessible dans ce qui est déjà là et qui a une portée révolutionnaire ».
Ces thèses sont très simples, elles s'appuient sur une analyse macroéconomique du salariat, des grandes masses, etc. Il vous dit un truc très très simple. Si vous voulez vraiment changer la vie, les rapports sociaux, il faut s'intéresser aux rapports sociaux. Pas à un formalisme débile, et c'est même pas les cautères sur les jambes de bois dont nous parlent les gens dont on a parlé au tout début, vos collègues que je ne renommerai pas. Chose très simple, l'analyse est là, à votre disposition, elle peut servir de levier, de mot d'ordre, de revendications sérieuses, de nature à vraiment changer les rapports sociaux. C'est celle que vient de décrire Samuel. L'idée de la cotisation salariale, il en a pas mal d'autres, mais elle est très simple. C'est de dire on instaure un système, sur le mode de taxation de la TVA par exemple, 50% de la plus-value des entreprises, la masse, sert à payer les salaires via des caisses. La seule transformation qu'on apporte à l'ordre actuel des rapports de production, c'est que ce ne sont plus les patrons qui payent les salaires, ce sont comme tout l'ensemble des cotisations, de la retraite ou diverses allocations qui existent, qui sont d'ailleurs regroupées, ce sont des caisses. Tout reste identique par ailleurs. Économiquement, ça tient sans problème. Ok ? Alors ça... Et qui fixe la grille des salaires ? Mais elle ne change pas. Vous ne changez, vous commencez par ne rien changer par ailleurs. Évidemment, après, ça déclenche toutes sortes. C'est là que ça s'appelle une révolution, mais en partant de choses totalement accessibles qu'on peut faire demain. C'est une réforme. Voilà des idées qui n'émergent curieusement pas depuis 40 ans, hein, dans le parti que vous connaissez bien, qui n'en a aucune. Mais, je veux dire, de nature à changer le rapport social, hein, véritablement de le changer. À l'époque, même où on parlait de changer la vie, il n'y avait rien de tel. Il y a quand même eu des nationalisations au début, etc. Mais bon, peu importe. Le principe de transformer le rapport social par des choses qui ne nécessitent pas une révolution préalable, des insurrections ou Dieu sait quelle chimère inaccessible, c'est normalement le type de relais politique que devraient pouvoir apporter les relais politiques qui n'apportent plus depuis, là encore, au moins 30 ans. Donc, c'était le sens de la question. À quoi bon des primaires, à quoi bon des élections, des primaires, surtout si elles débouchent sur le choix, par exemple, d'un Hollande, dont on sait très bien qu'il ne fera pas le même job que Juppé ou Fillon ou Dieu sait qui. Le changement sera à peine cosmétique. Donc, à quoi bon faire ça, même si c'est très démocratique, bien que sous ces aspects-là, ça reste flou et confus, si c'est pour aboutir au final à ne strictement rien changer. Et dans une période où les tensions, les inégalités, l'indignation, pour reprendre le terme à la mode, ont atteint un niveau sans précédent. Voilà, je pense que c'est un peu... Donc se saisir de vraies propositions, de revendications, de transformation du rapport social, il en existe. Curieusement, elles sont inaudibles, notamment des partis de gauche qui seraient supposés les porter. Tout ça pour plus soyer par rapport à ce qui vient d'être dit. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'idée ? D'abord, nous on propose, alors c'est pas, ça ne revêt pas forcément le caractère révolutionnaire que vous prêtez à... Oui, mais bon, utopiste ou pas utopiste, mais le sujet, ce qu'on propose nous d'ailleurs dans le fonctionnement des cotisations aujourd'hui sociales, on en propose d'ailleurs, je ne sais pas si vous a échappé ou pas, mais un changement de l'assiette pour les cotisations patronales. On considère aujourd'hui qu'il faut que l'assiette des cotisations sociales patronales soit assise sur la valeur ajoutée et non plus assise sur les salaires. Je dis juste ce qui est quand même... C'est déjà un progrès. Ce qui change d'abord la ventilation de qui va payer quoi d'ailleurs. En gros, on peut supposer que les entreprises à forte intensité de main d'œuvre et qui font peu de marge vont payer moins de cotisations, ce qui va permettre, et ce qui pourrait permettre de relancer la négociation salariale, mais ce qui n'a pas l'aspect systémique de la proposition de Friot, parce que je comprends bien qu'il y a un aspect systémique. Et là où les entreprises à forte valeur ajoutée, qui sont les entreprises de services, pourraient payer plus de cotisations patronales parce qu'elles dégagent plus de valeur ajoutée avec moins de salariés, etc. Donc cette proposition est une proposition importante, qui est une proposition qu'on défend nous avec quelques-uns depuis pas mal de temps et qui elle, en tout cas, change le mode de calcul et puis réhabilite ce que peut être d'ailleurs le principe aujourd'hui des cotisations sociales. Ensuite, moi je peux pas parler, je découvre un peu Friot, moi j'ai pas beaucoup travaillé ça, j'ai lu un papier du Monde Depot qu'il a fait. Je vous invite à creuser les idées de Friot. Mais je crois qu'on discute, mais oui, pourquoi pas, mais moi je suis assez ouvert, je ferme pas. Il faudrait voir ce que ça change, surtout moi ce qui me paraît le plus important, c'est que
Si ça modifie ou si cet aspect systémique, le fait qu'on décide que la moitié de la valeur ajoutée est directement distribuée sous forme de salaire, qu'elle n'est plus directement distribuée par l'entreprise elle-même, mais par des caisses qui donc mutualisent. Ce qui est déjà le cas d'à peu près 40% du salaire. Mais oui, je sais bien, par les retraites, notamment, parce que c'est du salaire différé. On passe de 40 mais oui, à 100%. mais je suis d'accord, mais c'est du salaire différé. On peut décider que sur toute la période, dès lors qu'on rentre sur le marché du travail, c'est ce système-là qui fonctionne. Si ça peut impacter sur ce qui me paraît être le point central aujourd'hui, et qui là suppose quand même qu'on s'intéresse aux questions macroéconomiques et à la question de la répartition de la valeur ajoutée en général, et qui est aujourd'hui la répartition capital-travail, et la répartition capital-travail telle qu'elle est distribuée, ventilée, alors là, qui est un sujet abondant de discussion, de discussion entre les partis de gauche. Et si on peut bouger cela, c'est intéressant. Moi, ce qui me paraît être le plus important aujourd'hui, c'est la façon dont on arrive à reprendre 1 à 2 points de PIB pour commencer dans la répartition capital-travail à la rémunération du capital vers la rémunération du travail. Vous savez, il y a toujours ce chiffre des 10 points perdus depuis les années 70 à aujourd'hui. Le vrai sujet, c'est comment on reprend maintenant 1-2 points de PIB pour y arriver. Et c'est là-dessus que nous sommes attendus. Donc, moi, je lirai avec intérêt les bouquins de Friot, j'en ai lu aucun. Donc, il y a une excellente vidéo, il était là où vous êtes. Je le regarderai avec le même fond, peut-être pas Cherki derrière, le pauvre, il avait de la chance. Pardon, c'est caché. J'aurais une question à vous poser. Bon, il est probable que ce soit le ou la candidate socialiste qui gagne les élections. Et donc, il y aura un compromis qui sera passé entre tous les courants dans le Parti socialiste. Là, ça se passe comme ça. Donc, quel est le minimum commun pour tous les courants dans le Parti socialiste? C'est-à-dire, quel est le minimum qui sera proposé pour, disons, modifier, je ne pense pas que ça va révolutionner beaucoup, donc la société comme elle est actuellement. Le minimum, c'est déjà le projet adopté et qui a été qui constitue on va dire le socle commun, la culture commune, comme vous voulez. Tous les courants sont d'accord là-dessus? Non, Valls en réalité l'a voté, mais il n'est pas d'accord. Hollande l'a voté en rechignant un peu. Il est plus le projet, il penche quand même plus à gauche que sur le on va dire que le contraire. Les médias ont fait le projet Hamon. Non, c'est pas tout à fait le cas, parce que je l'aurais pas écrit pareil, j'aurais fait bien autre chose. Vous ne rendez pas justice. Non, mais c'est pas le mien, mais c'est le point de compromis. Après, il y a d'ailleurs 2 contributions supplémentaires au projet. La première, ce sera la fameuse patte du candidat ou de la candidate, qui viendra avec sa proposition majeure, les 2-3 priorités qui sont les siennes. Ça, c'est la première chose. Et là, à vous de voir en fonction de ce que vous entendez pour qui vous voulez voter. Puis la deuxième contribution, ce sera la discussion dans laquelle nous sommes engagés, pour l'instant essentiellement avec les écolos, et demain avec, à défaut du front de gauche, mais probablement plus le Parti communiste qui a l'air plus volontaire pour cela, c'est-à-dire ce qui pourrait être le contrat de gouvernement. C'est pas neutre. Les discussions que nous avons d'ores et déjà avec les écolos nous amènent à faire évoluer le projet socialiste vers un compromis entre les écolos et le PS qui n'est pas le projet socialiste, qui, à mon avis, bonifie le projet socialiste. Je souhaite que le dialogue ou les négociations avec les composantes du front de gauche bonifient le projet aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment là 2 types d'influences supplémentaires qui, à partir de ce qu'est, on va dire, ce projet socialiste voté par les militants, devrait nous permettre, à mon avis, d'être encore plus fort ensuite. La question, c'est à quel moment intervient l'accord entre les partis de gauche. Moi, je souhaite qu'il intervienne le plus tôt possible dans le processus et qu'il ne soit pas réservé à la négociation de l'entre-deux tours, parce que si c'est dealé à l'entre-deux tours, il sera bricolé et forcément, il n'aura pas les vertus qu'il peut.